Bonjour, pour, les 10 ans d'Allenvie, merci de me permettre, de partager quelques réflexions à l'angle du changement climatique et du besoin de connaissances en appui à la prise de décision, de l'échelle globale à l'échelle régionale. Sur cette figure, vous voyez le degré de réchauffement climatique matérialisé sous forme de barre depuis 1850, avec une année et une barre, et qui illustre l'importance, d'un travail sur la communication, de sorte à favoriser l'appropriation de ces éléments scientifiques très largement. Le premier aspect, c'est bien sûr, l'ensemble des connaissances qui permettent d'établir l'influence humaine sur le climat, qui repose sur des observations, la compréhension des mécanismes et des rétroactions. Tout le travail de détection, d'attribution et sur l'émergence de cette influence humaine, aussi bien sur les tendances que sur les événements extrêmes. Un besoin de travaux en matière de prédictabilité à l'échelle saisonnière, à l'échelle décennale. Et puis pour le plus long terme, le travail de scénarisation, donc à base de scénarios socio-économiques partagés et de projections. Enfin, une approche holistique, hein, s'appuyant sur un faisceau d'éléments, aussi bien issus des paléoclimats, des tendances récentes, de l'évaluation des modèles et des projections. Hem, il y a également ce besoin de connaissances en appui pour, définir les conditions de stabilisation du niveau de réchauffement, les caractéristiques de mondes plus chauds en fonction des choix qui vont être faits, des choix, qui vont agir sur les facteurs locaux, mais aussi sur les facteurs globaux. Le besoin de connaissances pour mieux explorer les non-linéarités, pour mieux caractériser en matière de gestion de risque les événements à faible probabilité d'occurrence, mais fort impact potentiel, aussi bien à l'échelle globale qu'à l'échelle régionale. Et enfin, un besoin de connaissances autour de l'incertitude profonde, par exemple les flux de carbone issus du dégel des sols de l'Arctique, la réponse de la calotte antarctique en fonction du niveau de réchauffement et ses implications sur la montée du niveau des mers. Cette figure illustre les conditions clés permettant de limiter l'ampleur du réchauffement et ses conséquences. Pour stabiliser le réchauffement autour d'1,5 degré, il aurait fallu une baisse rapide des émissions déjà enclenchées, une division par 2 à horizon 2030 et atteindre la neutralité CO2 à horizon 2050. Au rythme actuel, des engagements des différents pays, donc ceux exprimés en 2015, cela implique des émissions de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter jusqu'en 2030, une baisse tardive, lente, atteindre environ 2 degrés à horizon 2050 et de l'ordre de 3 degrés à horizon 2100. Et en cas de forte hausse des émissions ou bien de forte rétroaction du système climatique, on ne peut pas exclure un réchauffement de 4 à 5 degrés en fin de siècle. Et l'évaluation des connaissances scientifiques, elle souligne très clairement que retarder l'action pour le climat va entraîner une escalade des coûts et des risques, mais il y a encore un déficit de connaissances sur cet aspect-là. Cela demande d'affiner les caractéristiques globales et régionales de mondes plus chauds en fonction de ce qui va être fait en termes d'usage des terres, en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de particules, pour les tendances, pour l'évolution des extrêmes, pour mieux cerner quelles sont les caractéristiques climatiques qui sont facteurs d'impact dans les différents secteurs d'activité, pour les écosystèmes, pour les différentes régions. Et cela demande de mobiliser davantage à la fois les connaissances scientifiques et les connaissances des acteurs de terrain. Une des questions clés est celle de savoir comment construire des trajectoires de développement permettant à chacun de vivre dignement, protégeant les écosystèmes, qui soient résilientes par rapport aux risques climatiques. Donc cela demande aussi de renforcer les méthodes d'analyse, à la fois prenant en compte les aléas climatiques, les vulnérabilités, les expositions, l'action en matière de gestion de risque, l'action en matière d'adaptation, et de prendre en compte également les effets en cascade, donc les changements physiques, les changements qui affectent les écosystèmes, leurs conséquences sur les sociétés humaines et les interdépendances. Et finalement, je pense que le message que je voudrais partager, c'est le besoin de connaissances en appui aux méthodes de prise de décision robustes, favorisant la résilience. C'est vraiment un champ entier pour lequel on a besoin de produire des connaissances nouvelles, y compris à partir d'études de cas et de retours d'expérience. Les récents rapports spéciaux du GIEC de 2018-2019, ils montrent sans aucune ambiguïté que les risques liés au changement climatique dépendent de l'ampleur du réchauffement planétaire. C'est illustré ici pour un ensemble de systèmes naturels gérés ou humains, pour une plage de réchauffement assez modeste, donc aujourd'hui 1 degré, un réchauffement de l'ordre d'1,5 degré, on y va très vite, on pourrait atteindre ce niveau de réchauffement dès 2030, et puis pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Il y a bien sûr le niveau de réchauffement, mais aussi la vitesse à laquelle le climat change et le besoin de connaissances sur les capacités d'adaptation pour les écosystèmes comme pour les sociétés humaines,
leurs limites et pour mieux cerner également les enjeux en matière de pertes et de dommages qui font partie des conséquences d'un climat qui va continuer à changer. De ce point de vue-là, le message est très clair. En fait, chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte en matière de risque. C'est encore plus clairement le cas pour les risques liés au processus terrestre du fait du changement climatique, avec des enjeux majeurs en termes de préservation des écosystèmes terrestres et des enjeux majeurs en termes de sécurité humaine, sécurité en eau dans les régions arides, sécurité associée à l'augmentation des risques portant sur les feux de forêt, sécurité alimentaire en matière d'instabilité d'approvisionnement alimentaire du fait de conséquences potentiellement importantes sur les rendements des cultures et de l'élevage, en particulier dans les régions tropicales, qui, pour un fort réchauffement, rentreront dans des configurations inédites sans aucun analogue, nulle part sur Terre. Et donc, ça souligne l'importance des terres, qui sont des ressources critiques sous pression croissante, avec des enjeux d'adaptation, d'atténuation, de stockage de carbone, de préservation des écosystèmes et de la biodiversité, de préservation de la qualité et des ressources en eau profonde, et également des enjeux en matière de sécurité alimentaire. Pour l'insécurité alimentaire, en matière de disponibilité ou d'accès, les risques dépendent à la fois de l'ampleur du réchauffement, mais aussi très profondément des choix socio-économiques. Arriver à mieux cerner ces interdépendances, le lien entre la croissance démographique, les inégalités, les modes de consommation, de production, la vitesse des changements technologiques, les barrières au commerce international et au déploiement de solutions, l'ampleur des capacités d'adaptation façonne très profondément l'ampleur des risques en matière d'insécurité alimentaire. Et donc, cela montre les enjeux en matière de système alimentaire et les enjeux de construire des stratégies de réponse intégrées qui intègrent tout particulièrement la gestion durable des terres, l'alimentation et la santé dans le contexte d'un climat qui change. Il y a également dans ce secteur-là de nombreuses solutions qui sont disponibles aujourd'hui, mais des obstacles à leur mise en œuvre, et cela demande de mobiliser un ensemble de connaissances scientifiques dans tous les domaines, y compris en sciences sociales, pour arriver à cerner les obstacles et à les surmonter. C'est la même chose pour les changements liés à la montée du niveau des mers. Ils vont bien sûr dépendre de l'ampleur du réchauffement. Il y a une incertitude très importante associée à la réponse de la calotte antarctique. Il est important de faire des progrès dans cette direction-là et des connaissances qui sont très claires sur la montée du niveau des mers et l'accélération de la récurrence d'événements de très haut niveau marin. Bien sûr, réduire les émissions de gaz à effet de serre, déployer des mesures d'adaptation ou des mesures de repli stratégique peut permettre de réduire et de repousser les risques, mais il y a également des enjeux de solidarité compte tenu des capacités à agir, de l'exposition, des vulnérabilités. Donc il y a un besoin de connaissances en appui à la prise de décision pour clarifier les choix qui sont difficiles pour l'ensemble des communautés qui vivent sur les littoraux mondiaux. Retour à la réalité. Donc la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère continue à augmenter en 2019 et en 2020. Les confinements de 2020 ont provoqué une baisse temporaire des émissions par un ralentissement des transports, de l'industrie, mais en l'absence de transformation profonde, cela n'aura pas d'effet significatif sur la hausse de la teneur dans l'atmosphère. Cela n'a rien à voir avec les transitions et les transformations à mener. Les stratégies de relance qui sont en train d'être construites auront des effets majeurs et à long terme sur les émissions à venir. Il y a un besoin d'outils d'analyse, de méthodologies d'analyse pour les politiques publiques, pour les stratégies de relance, pour permettre d'analyser leurs conséquences dans l'ensemble des dimensions d'un développement soutenable et tout particulièrement sur les émissions de gaz à effet de serre. Et je résume ça en soulignant à quel point chaque année compte, chaque tonne de CO2 et d'autres gaz à effet de serre compte, mais aussi chaque puits de carbone et sa préservation compte. Construire des trajectoires de développement résilientes par rapport aux risques climatiques demande aussi d'intégrer le fait d'aller vers le zéro émission nette de dioxyde de carbone. Toutes les trajectoires permettant de contenir le réchauffement à 2 degrés ou à 1,5 degré, elles impliquent une très forte baisse, rapide, tenace, l'atteinte de la neutralité pour 2 degrés à horizon 2070, pour 1,5 degré à horizon 2050, et même la capacité à mettre en place des émissions négatives pour compenser des émissions résiduelles ou après un dépassement pour faire revenir le réchauffement à un niveau plus bas. Ça pose un ensemble de questions, y compris de faisabilité, de questions éthiques. Par exemple, sur la communication d'entreprises se targuant d'une neutralité carbone,
par l'achat de systèmes de compensation. Ça demande de renforcer le cadre de réflexion, le cadre d'analyse sur ce qui est vraiment aligné sur des trajectoires de net zéro émission. Et il me semble que ça relève aussi des missions d'un groupe comme Allons-Vie. Bien sûr, il y a plein d'options d'action possibles qui permettraient de limiter le réchauffement à un niveau bas. Agir sur la demande en énergie, la demande alimentaire en protéines animales et agir sur la demande en matériaux non renouvelables, c'est ce qui permet de recourir le moins possible à des émissions négatives. C'est aussi limité par des choix de consommation et de production responsables. Mais en cas de demande qui croît dans le monde, d'un recours uniquement aux solutions technologiques, alors pour limiter le réchauffement à un niveau bas, il aurait déjà fallu déployer des émissions négatives et le faire dans les décennies à venir avec des échelles croissantes qui, en cas de retour au boisement ou bien à la bioénergie avec captage et stockage de CO2, risquent de faire peser des risques majeurs sur l'utilisation des terres par une pression supplémentaire, donc insoutenable. Je fais référence à une infographie qui a été mise en ligne sur le site du GIEC et qui permet de visualiser finalement les choix qui sont devant nous et les différents mondes qui seront construits en fonction des choix qui vont être faits ou pas dans les décennies à venir. Quels sont les enjeux en fait d'aller vers le zéro émission? Des transitions dans tous les systèmes, en particulier l'énergie bien sûr, mais aussi l'usage des terres et l'alimentation, les systèmes urbains, l'industrie, la mise en œuvre des infrastructures qui permettent ces transitions systémiques. C'est aussi des transformations de société que j'ai déjà mentionnées. Et plus profondément, c'est aussi la manière de construire des choix collectifs, donc par le débat démocratique, des transitions qui soient éthiques au bénéfice du climat et de la biodiversité, qui soient équitables par rapport à l'effort qui est demandé et qui soient justes, y compris par rapport aux reconversions de ceux qui travaillent dans les secteurs les plus exposés aux conséquences des transitions. Et tout ça demande de l'innovation qui, à mon sens, relève aussi du travail d'Allons-Vie. Donc une forme d'innovation technologique, mais aussi sociale et frugale. Frugale, c'est-à-dire abordable pour tous, quels que soient les revenus. Tout un travail sur les solutions basées sur la nature. L'importance de la mobilisation des financements, arriver à mieux cerner quels sont ces besoins de réorientation de financement. Des enjeux en matière d'éducation, de formation qui sont formidables. On n'est vraiment pas à la hauteur aujourd'hui sur ces questions-là, à tous les niveaux de l'éducation, de la formation, et tout particulièrement de la formation des décideurs. Il y a ce besoin en fait de changer d'échelle et d'avoir une approche qui soit systémique. Je l'ai souligné pour le système alimentaire, mais on peut le mettre en évidence pour tous les autres aspects. Et puis des enjeux de méthode d'analyse en appui à la prise de décision pour l'implémentation, pour la gouvernance, évaluer l'impact sur le climat de projets de loi, évaluer l'impact par rapport aux objectifs de développement durable de projets de loi, de budget. Ce sont des choses qui sont indispensables. Je précise que dans le contexte de la France, la baisse d'émissions, elle est trop lente, elle est insuffisante pour atteindre les budgets carbone et les objectifs que la France s'est fixés. Donc il y a vraiment un besoin d'aller plus vite, de mieux mobiliser les données et compétences scientifiques à toutes les échelles en co-construction. Et aussi par rapport à notre vulnérabilité, à notre exposition, faire entrer beaucoup plus vite le changement climatique dans la prise de décision pour les plans de prévention des risques et pour l'analyse des choix, aussi bien pour les lois que pour les budgets. Je termine en fait en soulignant l'importance aussi de déconstruire les discours qui promeuvent l'inaction. C'est un travail important. Vous avez là les 12 grandes catégories de discours qui justifient une inaction, d'évaluer les conditions de faisabilité pour chaque option d'action et de produire des connaissances permettant de lever les obstacles et enfin d'évaluer et de communiquer les co-bénéfices et les opportunités à agir pour le climat, à l'angle par exemple des différentes dimensions de la soutenabilité. Chaque choix compte. Je vous remercie de votre attention.